Donc pour les chercheurs, c'est génial, parce qu'on a là effectivement un caillou, il n'y avait rien avant, c'était l'océan. Elle sort, comment la vie s'installe sur un caillou comme ça? Et l'île de Madère, c'est un volcan très actif, avec des crêtes très aiguës entre les différentes vallées, tellement aiguës que les petits mammifères, comme les musaraignes ou les souris, ne passent pas d'une vallée à l'autre. Donc on fait de la génétique, ça on sait bien faire maintenant, on type les gènes d'une vallée de Madère chez les souris. Elles sont portugaises, ça marche. La science est bonne, on parle portugais à Madère, ça pense. Et puis il y a quelque temps, alors, le pavé dans la mare, il y a un type qui va dans une vallée qu'on n'avait pas encore regardée. Les gènes sont danois. Ah! Pourquoi il y a des souris danoises à Madère? Et ça c'est génial. On n'a aucune trace archéologique. Les Vikings sont passés à Madère. Comment sont arrivées ces souris? C'est des souris de Drakkar Vikings. Les Vikings ont abordé à Madère, les souris se sont échappées des autres. Et comme elles ne changent pas de vallée par rapport à l'autre, il n'y a pas eu de métissage, on a une vallée de Madère qui a les gènes de souris du Danemark. Vous verrez les Vikings. Ah, le dernier domestiqué, c'est le lapin, il y a 2500, c'est très récent. Et le lapin, c'était curieux, à l'époque, il poserait comme un animal aquatique. Il y a une bulle du pape que j'ai retrouvée qui dit le lapin est aquatique, on peut le manger les jours de cave. Pourquoi? Pourquoi? Voyez-vous, ça va se cliché, homo sapiens. En fait, il prenait des femelles enceintes, il retirait les bébés à l'intérieur, et il les mangeait dans la poche des os. Donc, il nageait dans la poche des os, et il était déclaré animal aquatique, on pouvait le manger les jours de cave. Et ça, c'est intéressant parce que tout ça a été transporté absolument partout. Et beaucoup plus d'animaux aquatiques que d'animaux terrestres aujourd'hui. Alors, quels sont nos problèmes d'aujourd'hui? Le productivisme agricole, on peut changer. On peut très bien faire une autre agriculture. Alors, il y a une question essentielle sur l'agriculture, c'est qu'il faut qu'on fasse plus de production, on est plus nombreux, sur pas plus de surface. Sinon, demain, moi, j'aurai plus de zones humides, j'aurai plus de forêts tropicales, si j'augmente indéfiniment les zones d'agriculture. Donc, il y a un vrai défi de productivité, mais pas à l'agrochimie, bien évidemment, hein, avec de la lutte biologique. Les permacultures, c'est un joli exemple, par exemple, de l'agroécologie bien pensée, on peut nourrir 8 milliards d'humains, avec une bonne distribution. L'eau, je vous ai raconté tout à l'heure l'eau. Un bébé, c'est 3/4 de flotte. Et on veut laver des trains avec de la flotte, ça rime à quoi? Je me suis accroché très fort avec un type en TGV, je rentre de Strasbourg, là, j'étais allé faire une conférence, et il y a un type en cravate, installé, impeccable, qui se lève et qui dit au contrôleur, mais qu'est-ce que vous faites? Votre train est sale, c'est épouvantable, on n'est pas compte. Alors, le contrôleur dit, écoutez monsieur, il a neigé hier à Strasbourg, le train a fait l'aller-retour, je ne vais pas le laver tous les jours. Alors, moi, je suis sorti de mes gonds, quoi. Je dis, mais écoutez, vous ne croyez pas qu'il y a assez de gaspillage d'eau comme ça sur la Terre? Vous avez vu l'Afrique du Sud en ce moment? Ils meurent de soif en Afrique du Sud. Et on va laver les trains entre deux averses de neige pour aller à Strasbourg. C'est un ridicule total. Comment ces gens ont été élevés, en fait? Et comment ils élèvent leur famille, évidemment. Et c'est un Sapiens qui a un gros cerveau qui gagne beaucoup de sous, sans doute. Hein. Il avait un beau costume. Vous voyez que je me dis, bon, là, quand des beaux costumes qui ne gagnent pas de sous, ça existe aussi. Et puis il y a des riches qui ne s'habillent pas comme ça. Mais c'est pour vous dire que c'est pas possible d'entendre des choses comme ça. Comment voulez-vous qu'un enfant réagisse devant de telles bêtises? La pêche. Pêcher c'est bien sûr, pêcher c'est stupide. La forêt s'en va à la vitesse, ma forêt tropicale tout à l'heure, de la surface de la Grande-Bretagne chaque année. À ce rythme-là, on n'aura plus de forêt tropicale à la fin de ce siècle. Toi, je vous ai dit, c'est 50% des espèces vivantes sur la Terre aujourd'hui. L'Amazonie, le bassin du Congo, Bornéo. Le vivant s'effondre et on pollue tout partout. La pollution nous marque. Hein. C'est clair qu'aujourd'hui, quand on parle d'anthropocène, alors les géologues ont beaucoup résisté. Moi le premier, pour moi, c'est pas une ère géologique, l'anthropocène. Mais on commence à avoir des strates géologiques faites par les humains. Des matières plastiques, des bétons, des briques et des produits issus de l'usage du carbone. On a des couches hein, qu'on arrive là, et ça commence à peu près au moment d'Hiroshima, dans les années 45. Est-ce que ça va continuer? Comment on va faire? Quand est-ce qu'on fera du biodégradable? Quand est-ce qu'on fera des bétons, par exemple, compostables? Ça vient, hein? On peut venir, on fait des progrès fantastiques, bien sûr. Hein. Mais il faut s'y mettre tout de suite, il ne faut pas commencer demain, bien évidemment. Et le dernier où c'est trop tard, c'est le climat. Il faut s'occuper du climat, évidemment. Mais ce qu'on fait aujourd'hui, c'est d'essayer de limiter les dégâts. On ne peut plus empêcher le changement climatique, c'est parti. La machine s'est emballée, ce qui veut dire que si on fait rien, ça va être 4-5 degrés en 2200, 2300. Je ne sais pas comment la Terre sera vivable à ce moment-là, bien évidemment. Hein. Là, on prévoit peut-être... il ne faudrait pas dépasser, on a dit à l'accord de Paris, 2 degrés, c'est trop. À 2 degrés, je perds le corail. Donc 1,5 degré. On est rendu à 1,2. Il ne reste plus que 0,3 degrés à pouvoir gagner encore dans les 50 ans qui viennent. On ne prend pas le chemin, donc c'est une vraie question. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, voilà Paul Crutzen, on fait des alertes. Hein. Donc, 15 000 scientifiques, à la mi-décembre 2017, font un papier mondial, qu'est-ce que le monde a ressorti, hein, en disant, voilà, nous
nous réalertons le monde politique qu'on ne prend pas le chemin. Alors, encore une fois, hein, il ne s'agit pas de sauver la planète. Elle s'en fout, la planète. On est sûr, elle regrette un petit peu, je vais bien croire, hein, mais c'est tout. Ce qu'on veut faire, c'est sauver le bien-être, enfin sauver, améliorer le bien-être de l'humain sur cette planète. C'est ça qui est important. Et pour ça, il faudra passer par des choses très claires, qu'on n'a pas suffisamment dit. Innovation, je suis d'accord. Et ça plaît comme mot, ça aux entreprises. Elles adorent. Il n'y a pas d'entreprise sans innovation. Ça va très bien. L'innovation, c'est quoi? Pour moi, on fait mieux qu'avant, on est d'accord. Avec très peu d'énergie. On ne fait pas. Parcimonie d'énergie. Troisièmement, on ne produit aucun produit toxique. Le vivant, c'est l'homme qui a inventé les déchets. Il n'y avait pas de produit toxique. Le vivant, il dégrade tout. Vous faites un gros caca ici dans le coin, vous avez un type qui va vous acheter votre caca. Ça marche comme ça, en fait, en le vivant. Hein. Et puis, effectivement, on est sur un système où pas de produits toxiques, très peu d'énergie, c'est mieux qu'avant. Vous créez de l'emploi. Quand on dit en ce moment, dans 10 ans, dans 12 ans, il n'y aura que des robots à conduire des camions. Moi, je veux bien. Un robot, il conduit mieux un camion, ouais, c'est vrai, il n'a pas d'accident. Il n'est jamais fatigué, il ne fait pas la grève en plus, c'est génial ça. Il ne sait pas ce que c'est qu'un camion, mais il conduit un camion. Mais qu'est-ce qu'on fait des camionneurs? Comment on les traite? Comment on réalise? Comment on gère tout ça en même temps? Je ne sais pas. Vous êtes contre le progrès, mais pas du tout, ça n'a pas de sens. D'abord, c'est quoi le progrès? C'est le bien-être ou c'est d'accumuler de l'argent? Pour quelques-uns sur les 8 milliards d'humains. La question est là en fait. Hein. C'est pour ça que si ce progrès-là, ce n'est pas de la création d'emplois et surtout des process qui servent à tous, pas que aux super riches. Alors, vous comprenez, je me heurte de plein fouet aux transhumanistes, aux créationnistes, aux réacheteurs de risques, évidemment, bien sûr. Oui, il y a un type qui a fait un papier, c'est dans le point, mais c'est ahurissant, on en parlait tout à l'heure avec Jean-Michel. Il revient à Galton, hein. L'intelligence se transmettrait par les femmes. Tant mieux, moi je les aime bien, autour d'eux, ça me va très bien, moi. Et du coup, toutes les femmes qui ont un niveau intellectuel, bon, elles ne bossent plus, elles font des bébés, ça veut dire que tous les 28 jours, on garde leur ovocyte, on le féconde, on ne le met pas sur la chasse d'eau, bien évidemment, hein. Elles en font quand même quelques centaines durant leur vie. Les autres, on les stérilise, elles ne servent à rien, ça ne sert absolument à rien du tout. C'est ahurissant qu'on écrive ça dans un grand journal en France la semaine dernière. Où est l'éthique? Où est la qualité du système? Moi, j'en avais la voix coupée. Hein. Donc, demain, il sera trop tard, c'est la plus grande force évolutive de la planète. Le président Macron a très bien réagi d'ailleurs, puisqu'il a fait le sommet de la planète, là, j'étais 2 jours avec lui à la mi-décembre 2017, il y a 2 mois. Il a commencé son allocution très claire. Il a dit, vous savez, on a fait l'accord de Paris à Paris, ça s'appelle comme ça. Mais ce qu'on fait depuis 2 ans, on ne prend pas le chemin de respecter ce qui a été mis en place. Où sont les finances qu'on avait promis, les 100 milliards de dollars qu'on va donner aux pays en voie de développement pour qu'ils puissent utiliser autre chose? Ne pas passer par la gaz, ni charbon, ni pétrole. La question est là, en fait. Alors, question posée par des collègues géologues, il y a maintenant à peu près 7-8 ans. Est-on en train de mettre en place les conditions d'une 6e grande crise d'extinction? On en connaît 60 depuis 800 millions d'années, dont 5 très grandes, et ce qu'on appelle la 6e. Parce qu'on détruit et on pollue, on surexploite, on dissémine tout partout, et on influe le climat. Voilà. C'est le défi. Alors, ou bien on dit, bah, c'est foutu, de toute façon, on fait rien du tout, c'est pas mon style. Et puis en plus, je trouverais assez anormal que des vieux disent à des jeunes, bah, écoutez, c'est foutu, de toute façon, maintenant, on a tout détruit, tout abîmé. Non, c'est pas ça. Au contraire, hein. Par contre, on ne s'adaptera qu'en changeant. Je suis un physiologiste, un endocrinologue au départ. Ça fait un bout de temps que je traîne mes guettes dans la compréhension des mécanismes du vivant pour s'adapter à la température, au sel de l'océan, à la longueur du jour. Jamais une espèce vivante ne s'est adaptée sans changer. Et on ne change toujours pas. Voilà pourquoi on piétine, ça reste au même système. On ne change pas. On prend les mêmes voitures, on fait les mêmes trucs. Oui, on peut. Et surtout, comme dit Edgar Morin, il nous faut une conscience, ça c'est d'accord. Humanitaire, oui, mais planétaire. Si tout ce qu'on fait là sert à quelques-uns, il y a un type qui a envoyé dans l'espace sa bagnole récemment. Et tout le monde applaudit, ça coûte des milliards ce truc, ça sert à quoi? Et puis surtout, avec cet argent-là, moi, il donne de l'eau potable à tous les enfants de la planète, quoi. Là, ils veulent aller sur Mars. Très bien qu'ils aillent sur Mars, ils vont s'étriper dans la boîte de conserve, ils ne reviendront pas, ça sera très bien. Et c'est que, on va changer de planète, diantre. La première habitable, elle est à 700 années de voyage. Il y en a des planètes habitables, il y a de l'eau liquide dessus. On ne va pas y aller tout de suite. Hein. Donc comment est-ce qu'on fait, contraint de vivre tous dans le même vaisseau, dans le même bateau, qu'est la planète Terre? Donc qu'est-ce qu'on va faire sinon? Après qu'ils vont se laisser faire les autres. On va créer des conditions de Boko Haram et de Daesh tous les jours. Et ça, on a totalement... Si le lac Tchad s'assèche, c'est une catastrophe sociale dramatique. Qu'est-ce qu'on fait pour freiner l'assèchement du lac Tchad? Mes collègues africains me disaient récemment, il n'a jamais aussi peu plu.
On n'a jamais eu autant d'inondations. On leur a collé une agriculture débile, qui n'avait rien à faire en Afrique, qui a imperméabilisé leur sol. 9 mois de sécheresse complète, 2 jours à 100 mm par jour, c'est terminé. On n'avait plus de récolte. On se pense à 1 an, 2 ans de rang, c'est fini, sans vent. La guerre de Syrie en 2011, elle part après les 12 plus terribles années de sécheresse qui est connue de croissance fertile depuis 3 siècles. Les paysans syriens avaient déjà quitté la campagne pour venir à Damas. Et vu l'imbroglio actuel de la guerre de Syrie. 11% des guerres actuelles sont déjà déclenchées par le changement climatique. Tu as combien de temps encore? Alors, qu'est-ce qu'on mesure? Les effets. Le Grand Nord, je suis allé en Arctique, là vous avez des bernaches. C'est magnifique, des oies incroyables. Elles n'ont jamais vu d'humain, on est tout près du pôle Nord. Vous regardez leurs tissus, elles sont bourrées de pesticides. Et pas les actuels. Ce sont les molécules qu'on mettait sur nos champs il y a 50 ans. Le fameux DDT en particulier. Elles sont imprégnées. Nos champs se réchauffent, les aérosols s'en vont dans l'atmosphère, ça retourne dans l'Arctique ou dans l'Antarctique, et ça contamine tout l'écosystème de la toundra. On trouve dans les laits d'ours polaires, chez les morses, chez les mouettes tridactyles. Il y a une grosse station de recherche à Ny-Ålesund, au Svalbard, on a 1000 km à vol d'oiseau du pôle Nord. Il y a le professeur Holmen qui dirige ce laboratoire, me dit on mesure 160 aérosols différents. Il y a 3 stations comme ça au monde. Hein. Ultra précisément, c'est tellement précis qu'on détecte en CO2 un type qui fume une cigarette à 2 km. C'est effarant. Hein. Fukushima, ils ont vu la radioactivité, au bout d'1 semaine après Fukushima, ils disaient la radioactivité sur les sondes du nord de la Norvège. Il n'y a pas du mal, hein. La pollution, il n'y a pas de là. Donc elle arrive là, bien sûr, mais ce n'est pas eux qui polluent. Idem pour l'Afrique. L'Afrique, le sud de l'Afrique, pas la région équatoriale, il y a un désert. Les mangroves du Mozambique, les pistes de New, depuis des milliers d'années, ils suivaient les mêmes pistes, on a fait des routes en plein milieu, maintenant évidemment ça les embête. Là on fait des trous d'eau, non pas pour les animaux domestiques, mais pour la faune sauvage. Ce sont des grands hippotragues. Et ça parce que des gens très riches font payer très cher pour les regarder. Tant mieux, ça fait un écotourisme, si c'est bien géré, pourquoi pas. Hein. L'Afrique est fascinante dans la capacité de l'Africain à gérer en même temps des animaux sauvages et des animaux domestiques. Alors, nous, on ne veut pas de loup en France. On ne veut pas de loup, comprenez, parce que les loups, c'est méchant, ça va bouffer les petits-enfants. Mais eux, ils ont des lions. Et croyez-moi, un lion, c'est autre chose qu'un lion. Ça, c'est clair. Et je dis, mais qu'est-ce qui se passe quand un lion arrive? Ben, il me dit, ouais, il me bouffe 2 vaches, ça c'est sûr, hein, c'est clair. Hein. Et puis des fois, il bouffe le berger, hein, vous vous rappelez la femme de La Fontaine, hein, quelquefois, il m'est même arrivé de manger le berger. C'est pareil, ça se passe. Alors nous, on veut pas de loup chez nous, mais on veut que les paysans viennent sauvent les tigres. Un peu de cohérence, quand même. Et eux, ils partent. Ils sont en train de partir. Voilà. Les 2 rhinocéros partent. Et le gorille de montagne, il en reste 800 gorilles de montagne sur la frontière Ouganda, Rwanda, Congo. Ils sont là. Je veux les voir, on pleure à chaque fois. On va à 4 mètres de ces énormes bestioles très pacifiques, d'une force incroyable. Ils vous arrachent la tête en 2 secondes, mais ils ne le font pas. Et puis, ben, c'est leur territoire. Il n'y a pas de braconnage, ils valent trop cher. Hein. Chaque gorille vaut au moins 1 million d'euros sur les types qui viennent payer pour les photographier et les regarder. Mais ils meurent parce que simplement leur écosystème s'amenuise tous les jours. Hein. Et les femmes africaines, regardez, c'est dramatique. Ces petites filles, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont chercher de l'eau tous les jours. J'ai tellement vu des bidons jaunes dans tous les pays africains qu'un jour je me suis arrêté avec ma voiture et j'ai vérifié le volume d'un bidon en plastique jaune que les Africaines portent sur leur tête ou sur leur vélo ou dans leur bras. 17 litres. Elles font 15 km tous les jours. Ça veut dire qu'une petite fille comme ça, quand elle fait ça, elle n'a pas de salaire. Elle va pas à l'école. Les femmes africaines ne sont jamais propriétaires des terrains sur lesquels elles travaillent. La loi kenyane, elle l'interdit. Du boulot, hein. Et en plus, elles font des mauvaises rencontres en route. Ça commence à faire beaucoup. On avait calculé effectivement à la COP 21 que les milliards d'heures de travail en plus que va apporter en fait aux jeunes femmes africaines le changement climatique. L'eau sera de plus en plus loin et de plus en plus rare. Et là, il y a un énorme effort à faire. Et puis on fait ça. Inga, le plus gros barrage du monde, 3 tranches, on va en faire 13. 40 000 mégawatts, 40 gigawatts, le plus gros barrage du monde sur le fleuve Congo. Et les gens qui sont autour là n'ont pas de courant électrique. Tout ça est vendu à l'Afrique du Sud. Et tombent dans l'escarcelle, bien sûr, d'un monde politique corrompu, comme c'est le cas dans tous ces pays-là. Il y a du travail. Donc il faut se retrousser les manches. Il ne faut pas se laisser faire. Einstein disait une chose magnifique que j'aimais beaucoup. Einstein a dit en fait, le monde ne va pas mal des méchants ou des idiots. Il va mal de ceux qui les laissent faire. Voilà. Ça c'est nous. Ça c'est nous.
Ça veut dire que c'est là qu'il faut qu'on intervienne. Et qu'est-ce qu'on fait ce soir ensemble là? Je ne suis pas en train de vous donner des... certainement pas des ordres, encore moins, je vous fais réfléchir. Je vous amène à vous poser des questions que peut-être vous ne vous posiez pas, qui devraient changer des comportements. Et quand Edgar Morin nous dit, vous savez, ce que j'ai raconté là, c'est vrai que quand même, c'est un peu inquiétant et préoccupant quand même. Il dit, le probable est catastrophique, dit-il. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on se bat tous ici ce soir pour que ce probable-là ne se produise pas. Et c'est possible. Le futur n'est jamais joué à aucun moment. Il raconte souvent la bataille des Thermopyles, là où 300 guerriers de Sparte vont tenir les 10 000 hommes de l'armée perse. Et pas trahis par le type, ils tenaient beaucoup plus longtemps, en fait. C'est complètement improbable, mais ça s'est passé. Et ça, c'est toute l'histoire de la contingence dans l'évolution. Je raconte souvent ça, en fait, à mes étudiants. C'est quoi la contingence? Tous les jours, vous vivez ça. C'est le fait qu'un événement qui se produit, qui va bouleverser votre vie, aurait très bien pu ne pas se passer. Une rencontre, hein, si vous êtes là, c'est parce que votre papa et votre maman se sont rencontrés. Et si on est là tous au même endroit, au même moment, c'est parce qu'un dinosaure à point bleu a croisé une copine à point rouge à 200 maisons d'Allemagne. Et on ne refait jamais le passé. C'est là qu'est la contingence. La saison de la route, c'est typique. Hein, vous êtes parti un petit peu avant, un petit peu après, vous n'êtes pas tué. Et votre famille n'est pas bouleversée. Donc c'est vrai que ça, il faut y penser en permanence. On est la résultante de tout ça. Et ça devrait donner beaucoup plus d'humilité que d'arrogance au système. On a vu, on est fait d'eau, on est fait de bactéries. Voilà, donc je vais juste... Alors, l'essence participative, j'y crois beaucoup. C'est-à-dire associer les citoyens, nous ici dans la salle, avec les chercheurs. Ça marche très bien. Ce travail-là, on le publie dans Nature. C'est 10 000 personnes en Europe de l'Est. 1,5 million d'heures d'observation. Vous vous rendez compte de ce que c'est, hein? Et qu'est-ce qu'on démontre en 18 ans? Nos oiseaux ont fait 33 km vers le nord et les papillons 114. Et pour 1 degré de mieux, ils devront faire 250 km vers le nord. C'est très fort, hein? Deuxième autre chose, le climat change trop vite. Qui change encore? C'est pas un problème. Les arbres ici en Alsace, vous voyez que le travail de l'INRA, les arbres, c'est le modèle en rouge, c'est les arbres en vert ce qu'ils font. Vous voyez que les arbres sont montés de 100 mètres sur 18 ans. Là. Ils ont fait le boulot. Ils n'arrivent pas en pleine, ça va trop vite. Ils le refait sur un changement climatique pas aussi actif, bien sûr. Hein. Ça va trop vite. On n'arrive pas à suivre la vélocité en fait, du changement. Puis un arbre, il ne bouge pas beaucoup. Hein. Faut qu'il fasse des graines, qu'il les envoie plus loin. C'est pas un papillon, ni un oiseau, bien entendu. Hein. Le changement climatique, bah, croyez-moi, de mes collègues bordelais, ça ne les fait pas rigoler. Hein. C'est pas une histoire, c'est pas du pipeau, le changement climatique. Deux raisons. Ils ont les terrains les plus chers de la planète. Le mètre carré le plus cher au monde, plus que sous le Capitole ou sur la Tour Eiffel, c'est un mètre carré de château Yquem. Calculez le coût de ces grains de raisin qui vous amènent à des vins que vous vendez entre 500 et 1000 € la bouteille. Cette année, on ne les vend pas, donc on les vend deux fois plus cher l'année suivante. Ben voilà. Ils savent très bien que... Et c'est pas que la température de l'air, c'est la température du sol. Les vendanges avancent. Moi qui vis en pays catalan, je vois très bien, j'arrive à Banyuls, c'était en 99, on démarrait les vendanges le 10 septembre. Ça fait 20 ans. Cette année, les blancs étaient finis le 15 août. C'est pas de rigolade, hein, c'est pas des petits machins qui changent. Et on fera quoi qu'on aura un an d'avance, ça commence à passer le système là, pour faire du vin. Est-ce que demain on fera des margots avec d'autres cépages? Donc c'est vrai que... Et puis deuxième problème du Bordelais, c'est qu'il est très très bas. Un haut médoc, vos plus grands crus, hein, les Aubryon, des grands Saint-Estèphe, les grands Margots, c'est même pas 10 mètres d'altitude. Et la mer elle monte, elle monte, elle monte, elle monte. Donc c'est des vraies questions qui sont intéressantes d'être posées. Le Cap Ferret, vous avez des terrains qui valent une fortune. Je crois que les notaires aujourd'hui vont plus vendre beaucoup de terrains à Cap Ferret, hein, parce que l'échéance c'est moins de 100 ans. Alors regardez, la déforestation, on a enlevé les arbres. Madagascar, il y avait, quand l'humain arrive, 92% de forêt. Il ne reste pas 12 aujourd'hui. Si vous enlevez les arbres, il ne pleut plus, parce qu'on sait que le climat change la diversité biologique. Ce qu'on ne sait pas, c'est que la diversité qui s'en va change le climat en retour. Un arbre, il sait faire pleuvoir. Tant que vous avez des arbres, il y a de l'évapotranspiration, vous avez de la pluie. Quand vous avez entièrement enlevé la forêt, il n'y a pas de pluie. Sans pluie, il n'y a pas d'agriculture. Et quand il n'y a pas d'agriculture, il n'y a pas de paysans, ils s'en vont. Ils vont s'accumuler dans les villes, les problèmes que l'on vit aujourd'hui à Damas ou ailleurs, bien sûr. Hein. C'est pareil en mer, regardez, c'est magnifique. On fait de la science sur des choses très triviales, mais intéressantes. Des concours de pêche. Ça, c'est le mal d'Homo sapiens aussi. Il veut un gros truc. J'ai pêché le plus gros poisson, j'ai la fête à côté, je suis le roi du pétrole avec mon poisson pêché. Mais la vérité, elle a pris un sacré coup parce que les champions du monde, ils gagnent avec 140 grammes en 2007. Ils avaient des poissons de 2 tonnes en 1926. C'est pas inintéressant, ça, finalement. Et c'est partout comme ça, partout, partout. On a éradiqué en 15 ans tous les
poissons de la planète. On avait des morues de 200 kg en 1902. La plus grosse morue fait 25 kg aujourd'hui. C'est la même morue, hein. Ils grandissent au torpille, ces bestioles. C'est intéressant. Ça veut dire que le corollaire immédiat, c'est qu'on les empêche de vieillir, en fait. Hein. Ils sont tous pêchés avant de devenir vieux et donc de grandir, en fait. Là, c'est l'inverse que surpêcher change le climat. On est au Chili ou en Namibie. Je pêche tous les pélagiques. Les sardines, anchois, chachards, je prends tout. Donc j'effondre les baleines qui les mangent, et les oiseaux marins qui les mangent, bien sûr, et j'effondre des poissons de haut de gamme qui les mangent. Il n'y en a plus. Comme il n'y a plus de poissons au milieu, le zooplancton qui est mangé par eux, les petits crustacés, tout ça, bah, ils explosent, puisque personne ne les mange plus. Qu'est-ce qu'ils font, comme ils sont très nombreux? Ils mangent tout le phytoplancton. C'est le but. Et le phytoplancton, ils ont un rôle essentiel dans l'océan pour fixer le gaz carbonique et le carbone. L'océan fait le travail parce qu'il est vivant. Un océan mort ne sait pas réguler le climat. Et c'est parce que l'océan est vivant qu'il stocke aujourd'hui 26% des émissions de carbone que l'on fait depuis 1950. Les 3 premiers mètres de l'océan ont stocké autant d'énergie depuis 2 siècles et demi que toute l'atmosphère. C'est une puissante machine à réguler le climat. Et quelquefois, ça déraille. On a vu ce qui s'est passé récemment. Les températures de surface éclatent beaucoup trop vite. Ça fait des machines effroyables avec des vents à 350, 400 km/h. Et ça vous détruit Saint-Martin. Ça vous détruit le Vanuatu. Le drame, c'est que ce n'est pas ces gens-là qui sont responsables du changement climatique, c'est nous. Donc on parle d'injustice climatique, bien évidemment. Comment est-ce qu'on va réguler ceci? C'est une vraie question. Comment on partage? Comment on les aide à s'en sortir? Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait des rapports. On est très bon pour faire des rapports, ça. Donc ça, c'est pour les médecins. On a fait un travail avec nos collègues médecins à l'Hôtel-Dieu, c'est changement climatique et santé des Français. Très bien. Celui-là, c'est température et précipitation en France dans les 30 ans qui viennent. Celui-là, c'est remontée de la mer en France dans les 30 ans qui viennent. Et celui-là, c'est comment les Français s'adaptent au changement climatique. Le week-end dernier, j'étais là, ça c'est le fameux Signal, ce bâtiment qui a été évacué il y a 7 ans. Sur une tempête en mars 2015, pas très loin de là, le trait de côte. Un trait de côte, je me rappelle ce que c'est, le trait de côte, c'est la zone justement qui n'est jamais recouverte par la mer. Le trait de côte a reculé de 60 mètres à Lacanau, sur une tempête. D'abord que le maire de Lacanau, il ne rigole pas. Hein. Vous savez ce qui s'est passé avec Cynthia aussi, hein, dans la baie d'Aiguillon. Et puis les bunkers allemands qui ont très bien tenu. Alors ça c'était du costaud, la Wehrmacht ça savait faire du costaud, ça c'est sûr. C'était du durable, hein, du sustainable. On fait des bunkers incroyables en 1941. Ils ont tenu impeccable jusque-là. Une tempête mars 2015, un jeu de dominos qui tombe. Chaque domino est 2 fois plus grand que la pièce. Ici, ils pèsent des centaines de tonnes. Ils sont par terre. Ils sont sur la plage aujourd'hui. Alors bon, ben non, c'est... qu'est-ce qui se passe? Oui, peut-être que ça change finalement. Peut-être que c'est en train de changer. Et pourquoi ça change? C'est la vraie question. Alors, j'arrive au niveau médical pour terminer. Bon, le problème de la ville, effectivement, c'est que la ville, les humains sont venus. Il ne faudrait pas croire que la ville est sans biodiversité, c'est pas vrai. Ça, des écureuils, puis en plein Mexico, bah, ils vivent non pas sur des feuilles d'arbres, mais sur des fils électriques. Là, c'est des grands ailes qui vont toucher les grandes surfaces vitrées des banques de Mexico City. Les trams vertes, les trams bleus. Un de mes grands ennemis actuels sont les parkings de supermarchés. Ça, je me bats contre les parkings de supermarchés, ça ne sert absolument à rien, c'est catastrophique sur l'écoulement et sur l'artificialisation des sols. Il faut faire des trous dedans, des gros trous dans les parkings de supermarchés. Montpellier, c'est la ville qui a le plus de parkings par rapport à la surface de la ville. Il pleut un petit peu, allez hop, 1 mètre d'eau dans la rue à Montpellier, et après 2 mètres, ça dépasse les bus. Moi j'ai dit, oh merde, écoutez, virez-moi tous ces parkings. Hein. Alors ça commence à venir, on fait des trucs spongieux, on fait des matelots différents, poreux, qui laissent l'eau, quand il pleut très fort, s'infiltrer. On sait faire ça. Au niveau pathologie, c'est clair qu'il y a des relations évidentes. Le plus gros drame actuel médical, pour moi, c'est la pauvreté. Et ça, c'est pour ça que c'est la première objectif des Nations Unies, c'est éradiquer la pauvreté. Qu'est-ce qu'il faut qu'on éradique? La pauvreté, c'est clair. Tant qu'il y aura des pauvres, ça ne marchera pas le système. Il n'y a pas de pathologie. On voit les pathologies aujourd'hui. Pas parce qu'ils ne sont pas bons ou qu'ils ne sont pas beaux, c'est pas pour ça. Hein. C'est que c'est une problème d'éthique globale de l'humanité. On est 8 milliards. Comment on partage? Vous avez des gens immensément riches, des gens immensément pauvres. C'est pas possible, ça ne peut pas cohabiter. Allez au Brésil, allez à Rio, voir un bidonville. Qu'est-ce qu'il faut qu'on éradique? Une économie actuelle débile, et je pèse mes mots, qui consiste à faire de l'argent, souvent beaucoup et très vite, en détruisant la nature ou en la surexploitant. Voilà. Bon, on peut faire différemment. On peut faire différemment. Mais il faut de l'éthique, il faut effectivement du partage, il faut du respect, il faut de la tolérance. Et la tolérance de l'autre côté, quand je vois les véganes aujourd'hui, ils sont extrêmement intolérants et très violents. Moi, j'ai jamais dit qu'il fallait devenir végane, jamais. Manger un peu de viande, on est d'accord, ça c'est clair. On sera beaucoup mieux. Un bébé humain a besoin de viande. Pardon?
Ah oui, bien sûr. Et ça, alors, végétarien, c'est bon. Végétarien, de toute façon, ils sont liés à la reproduction animale. Ils bouffent des œufs et du lait. Ça, s'il n'y a pas d'œufs, les œufs et le lait, c'est comme totalement lié à la reproduction des animaux, quand même. Hein. Donc là, ça ne me gêne pas. Mais les véganes posent de vrais soucis. Maladies infectieuses qui apparaissent, le risque immunitaire est dramatique. On n'a jamais autant de pathologies aujourd'hui immunes, dont des auto-immunes, d'ailleurs, hein, de l'allergie, et le risque métabolique. Le chikungunya se balade partout. Ça, c'est une carte thermique de Paris en 2003. Regardez, ça intéresse bien les médecins ici. Ben, figurez-vous que là où il y a des arbres, il fait beaucoup meilleur en température. Là, c'est en rouge le béton pur des rues de Paris. En bleu, les arbres. J'en ai plantes. 7 degrés d'écart. 7 degrés. Ça crée 15 000 morts à Paris, 100 000 morts en Russie sur une vague de chaleur en 2010. Gardons des arbres dans Paris. Ouais, mais après il y a des oiseaux qui vont caguer sur ma voiture, vous ne rendez pas compte. Et puis avec leurs racines et des formes en bitume, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut. Ça, c'est un travail très intéressant par des médecins britanniques. Ils ont démontré en fait que quand la biodiversité diminue, ça booste la pathogénicité en fait des vecteurs de maladies. Et ils montrent effectivement que ça laisse le champ libre à des espèces très opportunistes, qui explosent à ce moment-là. Relation entre la diversité biologique et la pathogénicité des vecteurs de maladies. En toutes ces maladies dont on parlait un petit peu, mais c'est vrai qu'il y a plein de choses qui se passent aujourd'hui. Les maladies du corail, les antiviroses. Antiviroses, c'est terrible. On a toujours joué un petit peu, mais ça revient. C'est lié souvent à des proliférations de petits rongeurs. Si vous respirez de l'urine de rat, ça peut être très souvent mortel. Ces antivirus sont très pathogènes, bien sûr. Hein. Les malarias, les schistosomiases, puis plein de choses comme ça, en fait. Hein. Le chikungunya, il est là, ça c'est clair. Le palu, je ne crois pas trop qu'on va l'avoir, mais on a des recrudescences de leishmania aussi dans le sud de la France en ce moment. La dingue, oui, qui est très aiguë. Les gens qui ne sont pas dans le milieu tropicaux, qui sont contaminés par la dingue chez nous. Hein. Ça, c'est la biodiversité. Ça, c'est l'usage de la biodiversité au niveau médical pour faire des grandes découvertes. Metchnikov a un prix Nobel, il découvre la phagocytose grâce à un oursin. Charles Richet découvre le choc anaphylactique. La prix Nobel, c'est le seul prix Nobel de Monaco d'ailleurs, hein. Il découvre ça grâce à des venins de méduses sur des chiens. Von Warburg découvre, lui, le fait que dans un gros ovocyte, il y a un seul spermatozoïde qui entre avec les vagues de calcium grâce à l'oursin. Il fait ça à Roscoff. Austin Huxley, un des plus beaux prix Nobel qui ait jamais existé, ils travaillent, eux, sur la transmission d'un flux nerveux. Et sur un cas incroyable, ne demandez pas pourquoi, mais le nerf de calmar est 1000 fois plus grand en section que le nerf humain. C'est magique, leur micro-électrode de verre marche dessus. Il fait un modèle mathématique, toujours d'actualité. Campbell travaille sur Alzheimer. Il découvre les bases moléculaires de la mémoire grâce à un truc qui n'a pas de cerveau. Hein. Alors, on ne va pas l'étudier ici. Il a une espèce de plexus. Et encore voir, c'est intéressant de regarder comment marche une aplysie. Timothy Hunt, c'est simplement un prix Nobel fabuleux. C'est la molécule clé du cancer. Il comprend la cancérisation. Chez les étoiles de mer, qui ne se bouffent même pas. Ça ne se bouffe pas, ce machin-là. C'est génial. Donc vous voyez, gardons ces modèles biologiques. Si on éradique tout, on ne garde que ce qui sert à quelque chose. D'abord, je suis incapable de vous dire ce qui va servir demain, j'en sais rien du tout. Puis surtout, une chose importante, cet utilitarisme, il me gêne beaucoup. Réfléchissez tous ici dans la salle depuis ce matin, à ce que vous avez fait depuis ce matin. Si je vais écouter Gilles, ce soir c'est sympa, ça va être sympa, ça va être un moment agréable. Vous avez fait un tas de choses qui ne servent absolument à rien. Et qui vous apportent du bonheur et du plaisir. Donc tant qu'on n'aura que l'autre de la mesure de l'utilitarisme, et souvent en banknotes, ça marchera pas. Crassus, comment il a fini, on a coulé de l'or fondu dans la bouche, hein. Il aimait tellement l'or. Ce vieux chef indien qui disait, vous savez, vous ne mangerez pas votre or. Là. Il arrivera un jour, effectivement, vous coulerez sous vos gemmes, sous vos émeraudes et tout ce que vous voulez, et vous ne mangerez plus. Shimomura, lui, donc, découvre les protéines de fluorescence des méduses, et le trio, ici, en 2009, a un prix Nobel fabuleux, les bases moléculaires du vieillissement, avec le rôle, effectivement, de l'enzyme télomérase, hein, sur les télomères des chromosomes. Grâce à un truc incroyable qu'on aurait foutu à la poubelle, qui s'appelle tétraémina, qui vient des flaques d'eau. Ça ressemble à rien, ce truc n'a pas de tête. Mais il est génial, tétraémina, pour qu'on comprenne les mécanismes profonds, des mécanismes du vieillissement. Ils sont universels, c'est les mêmes chez nous. De qui se moque-t-on? Quand est-ce qu'on va respecter le monde vivant? Vous savez, tous les animaux actuels, s'ils sont là, c'est parce qu'ils n'étaient pas stupides. Sinon, ils auraient depuis longtemps disparu. Je vais finir après sur le demi-métisme. On va aller regarder comment on fait le vivant pour résoudre nos questions. Ça marche très bien, c'est parti. On fait le train le plus rapide du monde en s'inspirant du CX, de la tête et du bec du martin pêcheur. Le problème, c'est qu'il est extrêmement bruyant, ce train. On fait une double bio-inspiration, on va chercher les plumes du hibou. Parce que le hibou, s'il fait du bruit, il ne bouffe pas. Terminé.
c'est tirer le pied rongeur. Hein. Et donc le hibou a inventé des vols incroyablement rapides, sans aucun bruit. Donc on s'est bien inspiré pour faire pénétrer dans l'air, et pour recouvrir le train avec un système inspiré des plumes de hibou, il va très vite, et il est silencieux. Celui-ci, il fait de l'eau en plein désert, c'est un petit coléoptère de Namibie, il sait faire de l'eau tous les matins, juste l'eau qu'il lui faut, dans le désert où il ne pleut jamais. On s'en a inspiré pour faire des systèmes à Atacama, au Chili, où on fait pleuvoir dans le désert. Lui, c'est une petite éponge calcaire de la Méditerranée, elle fait des bétons incroyables. Beaucoup plus résistant que les nôtres. Beaucoup plus léger, souple sur un séisme, ça se déforme. Et ça reprend sa forme initiale. Et quand vous avez fini, compostez. C'est génial. Et c'est ça le biomimétisme en fait. Ces ailes d'avion qu'on a relevées, on n'y a pas pensé, c'est en regardant les oiseaux. Comment font les oiseaux? On a fait ça. Aucun ingénieur avait compris. Hein. On l'a fait. Hop, on gagne 10% de carburant. Génial. On pollue moins, ça coûte moins cher. Et vous savez, le biomimétisme, c'est ça. Vous faites des produits mieux, à moindre coût, plus résistants, pas polluants. C'est absolument génial pour un chef d'entreprise, évidemment. Donc on a créé un centre, le CIBio 510, on travaille beaucoup, je travaille avec 400 entreprises en ce moment sur ces réflexions-là. Voilà, je vais finir là-dessus, on va passer ça, je vais faire un peu de conclusion. Alors, prenons un peu de philosophie. Qu'est-ce que disait Schlerobindo en 1915? Il n'y avait pas d'écologie à l'époque, il n'y avait pas d'écologisme. Regardez ce qu'il disait. C'était pas un écolo, Schlerobindo, c'était un français qui n'était pas des pires écolos, hein, mais il faisait des choses fantastiques. Il était compagnon de Gandhi, il n'était pas non-violent, il s'est retiré à l'ashram de Pondichéry, parce que les Français le protègent, contre la puissance britannique, et puis il raconte sa vie, il raconte des histoires, et il dit ça en fait. Il dit en fait qu'il nous faut une transformation radicale. Et qu'est-ce que dit Edgar Morin aujourd'hui? La même chose. Il dit, vous savez, la Terre c'est un vaisseau spatial, avec 4 moteurs. La science, ok, moi je pense, pour un scientifique c'est sympa, on n'oublie pas la science, on saura quelque chose. La technique, oui, moi je suis pour la technique, mais il ne faudrait pas croire qu'elle va tout le temps nous sauver la mise. L'économie, quelle économie? Et le profit. Bon, société capitaliste, ok, si je fais des profits, je crée des emplois, ok, ça marche. Mais il dit, chacun de ces moteurs-là est profondément ambivalent. Il peut être très bénéfique pour l'humanité, mais aussi très délétère, bien évidemment. Et il dit, le problème est catastrophique. Il dit que nous allons vers l'abîme. Alors il dit, pour ne pas y aller, tout à l'heure, le futur n'est jamais joué. Et effectivement, il faut une métamorphose, une conscience humanitaire planétaire, et il dit, on est homo faber aujourd'hui. On est souvent homo démens, mais en tout cas, on n'est pas du tout encore sapiens. Donc il y a un peu de pain sur la planche. C'est la conclusion. Alors on a fait 2 livres, nous, avec mes collègues médecins. En 2012, l'homme peut-il s'adapter à lui-même? Parce que finalement, si j'exclus aujourd'hui la grosse météorite géante qui tombe sur la Terre et crame du tout, tous les dangers terrestres, ils viennent de l'humanité. Ils ne viennent pas du reste. Ça, c'est clair. Donc ça veut dire que, bah voilà, est-ce que finalement, le plus grand ennemi de l'humain n'est pas l'humain? Est-ce qu'on peut s'adapter à l'autre? Ça choque des gens, ça. Mais finalement, quand on réfléchit bien, c'est pas inintéressant. On a un casting d'enfer, hein, notre ami Nakash travaille toujours avec nous sur cette question-là, c'est super intéressant. Et le dernier l'an dernier, c'était l'homme peut accepter ses limites. Alors ça heurte certains. L'homme n'a pas de limite. On va voir. Regardez ça. On a publié ce papier-là, ça, bien sûr, on s'est attaqué. Dans le quotidien du médecin, on s'est attaqué par les transhumanistes. Ça, on a simplement pris 3 critères. La taille des humains. Nous n'avons pas cessé de grandir depuis 1860. On a pris 10 cm en moyenne mondiale depuis 120, 130 ans. Les plus grands humains actuels en moyenne, ce sont les Hollandais. On a mesuré tous les humains de la planète. Vous avez un grand type, une grande fille, ce sont les Hollandais les plus grands. Et bien ça fait 10 ans que ça n'a pas bougé d'un poil, on ne prend pas 1 mm depuis 10 ans. Intéressant. On n'a pas arrêté de grandir, ça s'arrête. La durée de vie, ici. On est au taquet. On est au taquet, c'est clair. Hein. Jeanne Calment est aujourd'hui la record woman du monde, totalement jamais atteinte. Elle a vécu 122 ans, 4 mois et 17 jours, l'Arlésienne. Aujourd'hui, c'est 113, 114, c'est difficile. Sur les 50 records du monde, le record du monde, c'est la personne à l'instant T qui est la plus ancienne sur la planète, 48 femmes. L'an dernier, on a eu un événement qui a été, la presse en a assez parlé, est morte en mars 2017, la dernière humaine qui était née au 19e siècle. Elle était née en 1899, Emma Morano, une italienne. Aujourd'hui, la record du monde, c'est une Jamaïcaine, elle a 113. Et on a pris trois sports. Une course à pied de 800 mètres, qui est très difficile, le lancement du poids, et puis le saut en hauteur. C'est génial. D'abord, les femmes n'apparaissent pas dans l'histoire en 1920. Elles n'avaient pas le droit de faire du sport. Il n'y a aucun record féminin enregistré avant 1920. C'est le papier dont je te parlais, que je vais te donner tout à l'heure, Jean-Michel. Après, on a regardé
effectivement, garçons et filles. Alors là, on a des choses super intéressantes. Alors les filles, quand elles ont commencé à faire du sport, elles ont galopé quand même. Hein. Et ça, c'est intéressant. C'est le lancement du poids. Comment on explique aujourd'hui qu'aucune femme au monde, je ne sais pas ce que vous faites, ne lance le poids aussi loin, on est à 1 mètre derrière que les Allemandes de l'Est en 1986. On les shootait au biberon à la méthyltestostérone. Ces femmes n'ont jamais eu de règles de leur vie. Et puis, gymnaste roumaine, c'était pareil. Hein. Qu'est-ce que font les Chinois aujourd'hui? Tous les Chinois qui ont une médaille d'or, d'argent, de bronze des Jeux Olympiques de Pékin sont tombés pour dopage depuis. Les Russes, en ce moment, et c'est organisé par l'État, bien évidemment. Là, en ce moment, on a réussi à sortir 17 gènes qui codent pour des protéines facilitatrices de l'effort physique. Ils sont près de tout ce qu'il y a des transports d'oxygène, en fait. Hein. Alors maintenant, on crée des bébés qui naissent, et on regarde les mutations qu'il y a dessus, et puis à 15 ans, on va les apparier pour qu'ils fassent les futurs vainqueurs des Jeux Olympiques. C'est Homo sapiens. Le saut en hauteur, Sotomayor, peut-être qu'il ne va jamais être dépassé. Alors là, j'ai pas mis le saut en longueur, mais le saut en longueur, c'est magnifique, parce que je ne sais pas s'il y a des anciens comme moi dans la salle, moi qui aime le sport. 68, j'étais toujours gamin, hein. Je regardais les Jeux Olympiques de Mexico, et il y a un Américain, un noir américain, qui saute 8,90 m au saut en longueur. Le record du monde à l'époque était en dessous de 8 mètres. Et je vois dans l'équipe le fabuleux record de l'an 2000. Effectivement, il a fait l'attente 2000 pour que l'autre Américain le batte. Ce type était shooté à mort, il avait pris des hormones de vache. Et effectivement, quand Ben Johnson tombe à Séoul, ce noir, ce black, des bidonvilles de Toronto, sale type, affreux, qui triche, Carl Lewis, le magnifique américain, a pris exactement aux mêmes doses les mêmes hormones, mais il n'est pas contrôlé. Parce que le médecin américain qui fait les contrôles ne contrôle pas Lewis, on contrôle Ben Johnson. Tout est comme ça. Mais vous savez, c'est tous les jours, même en France, c'est des choses comme ça. Hein. Quand on a dit on va maintenant se lancer dans les énergies renouvelables en France il y a 8 ans, on a confié ça à 2 organismes. J'étais ahuri, hein. J'avais fait un article. L'Institut français du pétrole et le commissariat à l'énergie atomique. Ça, c'est français. Voilà, je termine. Si on ne fait rien, ben, ça va se terminer par des migrations. Je rappelle qu'il y a 11 km ici entre l'Afrique et l'Europe. Et c'est ma dernière image, c'est promis. Le rôle de notre agence spatiale et des cosmonautes avec nous. Donc maintenant, les 3/4 des données qu'on a sur le climat viennent de l'espace. Donc un nombre de satellites, effectivement. On a lancé plein de satellites qui sont uniquement dédiés au climat. On mesure la surface de l'eau, la hauteur de l'eau, le pH, l'acidité, on mesure la température, on mesure tout ce que vous voulez comme ça par satellite. Voilà, ça c'est le pH. Vous voyez que l'acidification de l'océan, ça bouge un tout petit peu pendant 25 millions d'années. Et puis c'est parti, ça s'écroule. Ça s'est passé dans le passé, un océan plus acide. Mais jamais à cette vitesse-là. Là, je parle de 250 ans, c'est rien. Là, on mesure effectivement la montée du niveau de la mer. Hein. Il y a 20 000 ans, 19 000 ans ici dans la salle, elle n'était pas là. La température était 4 degrés en dessous, la mer 125 mètres plus basse. Ça remontait très vite à un moment, hein. 5 cm par an, vous imaginez, il y a 15 000 ans. Et puis ça s'est arrêté depuis 5 000 ans, c'était arrêté 1 mm par an. Et là, depuis 18 ans, c'est reparti. 3,4 mm par an. Et ça part, ça galope. On est reparti sur une phase d'accélération de la montée du niveau de la mer. Et ça va poser des problèmes, parce que où habitent les humains aujourd'hui? Au bord de la mer. Et souvent, en fait, ce qu'on prend en considération, c'est qu'un événement qui s'est produit en l'an 1000 était beaucoup moins désastreux que le même exactement événement qui se produit aujourd'hui. Parce qu'on s'offre, en fait, on est beaucoup plus nombreux. Et ça change absolument tout, bien évidemment. On me dit l'île de Ré, on va faire des digues autour. Ben oui, vous faites Fort Boyard autour de l'île de Ré, vous allez la sauver. Hein. Elle sera moins belle quand même. Mais sur une île, le problème il est là, c'est que sur une île, si vous retirez de la côte ce qu'il va falloir faire, ben vous arrivez de l'autre côté si l'île est petite. Hein. Et ça pose bien sûr de réelles questions, bien évidemment. Hein. Ah voilà, donc on fait des grandes choses. Là, ici, Ban Ki-moon et puis Fabius annoncent la réussite de l'accord de Paris. Nous sommes le 12 décembre 2015. Quelques mois après, le 22 avril 2016, la réunion des Nations Unies, on décide la ratification de l'accord de Paris. Et là, c'est vrai que ça a été fantastique, hein, pour quelqu'un qui observe comme moi. Il a été obtenu en 6 mois. Le 4 novembre 2016, on avait atteint l'accord de Paris. Sur le papier, on n'est pas d'accord. Réussite politique et diplomatique. On va voir comment ça va se faire après. Mais 55% des émissions correspondent à peu près 55% des pays avaient signé. Aujourd'hui, là, je crois qu'on est rendu à 160 pays à peu près, sur les 195 qui ont promis de signer. Donc c'est une jolie réussite politique. Mais qu'a dit le président Macron l'autre jour, est-ce qu'on met en place les conditions de la réussite, c'est autre chose. Et ce que j'ai beaucoup aimé ce jour-là, c'est qu'on s'est à un moment logué avec la Station spatiale internationale. Là, j'étais il y a 2 mois, et j'ai eu la chance d'être invité au Congrès mondial des cosmonautes, et j'étais avec Thomas Pesquet, et puis l'homme de Solar Impulse, Bertrand Piccard.
Pesquet m'a dit des choses remarquables, il m'a dit, tu sais, j'ai fait 6 mois dans l'espace, j'ai fait des photos, j'adore faire des photos. Le seul pays que j'ai jamais pu photographier, c'est la Chine. Pas parce que c'est interdit, c'est parce qu'elle est sous un nuage de pollution. Et mes photos chinoises, elles sont moins chères. Et quand il s'est logué avec les deux cosmonautes, il y avait un Américain et un Russe là. Ça, c'était le 2 décembre 2015. C'est intéressant, c'était très émouvant, ça m'a beaucoup bouleversé cet événement-là. On était dans la grande salle des Nations Unies, ici au Bourget. On se logue avec eux et on parle avec eux. Et tu sais, ça fait une semaine que vous discutez là sur l'évolution du climat et puis sur les changements, puis ce qu'il faudrait faire pour qu'on puisse améliorer un peu la condition des terriens. Nous, on est les seuls humains à voir en ce moment, dans sa totalité, la Terre à travers une petite fenêtre. Il y a 509 humains qui sont allés à 300 km en orbite et qui ont vu la Terre entièrement à travers une petite fenêtre. 10% de femmes. Et tous, ils ont le même syndrome, les psychanalystes qui ont donné ça, c'est un syndrome, ils se mettent tous à pleurer.